soumis et donc de pouvoir raisonner globalement. En fait, c'est plutôt une procédure interne à la deuxième commission. Bien, merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Abstention, pas d'abstention. Vote contre non plus. Adopté. Donc nous passons maintenant au rapport 204 et je vais donner la parole à Serge Lèbre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il n'échappera à personne que nous allons vivre aujourd'hui avec ce débat sur le projet de la halle au blé un événement important car depuis plusieurs décennies, après la réhabilitation de la chapelle des Cordeliers, après la réalisation du musée de Lezoux, ce sera le troisième grand équipement culturel dont le Conseil général va se doter. Ce sera également un des temps forts de notre Assemblée, puisque nous allons devoir à la fois assumer notre responsabilité d'élus devant la postérité, tout en étant cohérents avec nos précédentes décisions sur ce projet qui va indéniablement faire date. Autant dire que je suis un peu ému par cette présente situation. Souvenez-vous, mes chers collègues, quand en décembre 2006, le Conseil général a fait le choix d'acheter urgemment ce bâtiment à la région, je le rappelle sans aucune opposition à l'époque, il s'agissait avant tout non pas d'acheter un âne dans un sac, mais avant tout de ne pas l'abandonner aux marchands du temple qui le guettaient avec la rapacité que l'on devine. En effet, cette vieille halle au blé représentait à nos yeux l'un des prestigieux fleurons de notre patrimoine depuis 2 mois, et qui de plus est un fleuron unique en son genre, puisque, vous le savez, il fut tout d'abord voué à la nourriture des corps, puis à celle de l'esprit, avant que d'être abandonné à bon compte aux 4 vents et aux taggeurs du plateau central. À la suite de quoi il s'est agi pour nous de décider ce que nous en ferions. Évidemment, on ne pouvait pas le faire avant. Ainsi, à 2 reprises, une majorité confortable d'élus de notre Assemblée départementale a décidé d'affirmer, puis de réaffirmer que la halle au blé devrait être destinée à un grand projet culturel. C'est pourquoi, ici et maintenant, le temps est venu d'être à la hauteur des engagements que nous avons pris devant les Puy-de-Dôme. Le temps est venu de donner concrètement vie à cette belle ambition culturelle incarnée par le projet qui vous est proposé aujourd'hui dans le cadre de cette réhabilitation de la halle au blé. Nos engagements sont importants à tenir pour au moins 3 raisons essentielles. En premier lieu, parce que nous sommes encore aujourd'hui en capacité de mener à bien ce projet dans des conditions raisonnables. En effet, malgré la crise économique, nous sommes probablement l'une des rares collectivités auvergnates à pouvoir le faire, et ceci d'autant plus que le financement de l'investissement, vous le savez, sera étalé sur 3 exercices budgétaires au moins. Certains membres de cette Assemblée nous suggèrent de reporter ce projet au prétexte que la crise économique est là, etc., etc., etc. Je crois, oui, tout à fait, oui. Non, mais je crois, mes chers collègues, que personne ici n'a le monopole de la préoccupation sociale. Je ne vous ferai pas l'injure de croire, que nous n'avons pas eu ce débat en interne au sein de la majorité. Il n'empêche que, vous le savez, bien que les médias actuellement aient tendance à nous démontrer même que la crise finalement c'est quasiment fini, je ne vous ferai pas non plus l'injure de croire que vous êtes parmi ces gogos qui croient à de telles banivernes. En réalité, la crise sera durable, l'appauvrissement sera généralisé à mon avis et pour un long temps. Donc, je crois que c'est actuellement qu'il nous faut réaliser ce projet parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et puis pour ma part et pour notre part, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Aussi, pour une autre raison, c'est qu'à l'heure des effets d'annonce qui se multiplient, et c'est là, concernant des projets d'envergure,
sans que pour autant d'ailleurs ces projets d'envergure voient le jour, quand ils ne sont pas carrément en panne, eh bien la réhabilitation de la Loblée va marquer une avancée considérable en temps et en heure, conformément aux engagements que nous avons pris dans le paysage culturel puy-de-dômois et au cœur de la capitale auvergnate. De plus, maintenir un niveau d'investissement conséquent pour soutenir et relancer l'activité économique dans l'un des rares domaines où nous avons encore réellement l'initiative, c'est-à-dire des travaux publics, n'est-ce pas un impératif vital pour sauvegarder l'emploi? La réponse est évidemment dans la question. La seconde raison est qu'il est tout aussi essentiel aujourd'hui que la complémentarité urbain-rural se renforce dans les actes et pas seulement dans les discours. Faudrait-il attendre pour réaliser ce projet que les territoires ruraux continuent à s'affaiblir, que les déséquilibres territoriaux soient tels que le Puy-de-Dôme n'existe plus comme entité géographique homogène? Évidemment non, là encore. C'est dès maintenant que nous devons veiller à ce que l'essor de l'agglomération clermontoise puisse s'articuler davantage encore avec le développement de nos territoires ruraux. Enfin, la troisième raison réside dans le fait que depuis longtemps, notre collectivité s'est honorée de ne pas avoir été uniquement gestionnaire, notamment dans le champ culturel, comme ce fut le cas, par exemple, de la mission du développement culturel au temps du regretté Yves Guillon, par exemple. Aussi, nous faut-il retrouver cette dynamique à un moment où le besoin social se veut d'être plus que d'avoir, de vivre plus que de survivre, de prendre part au débat plus que d'être instrumentalisé par des médias trop souvent soumis au politiquement correct qui sévit ici ou là. L'écrivain Georges Duhamel ne se plaisait-il pas à dire que la culture est ce qui fait d'une journée de travail une journée de vie? Indiscutablement, ce besoin social existe. C'est pourquoi nous nous devons de contribuer à ce que chacun puisse donner libre cours à ses facultés de création, à son esprit critique, à son expression du beau et de l'émouvant. Toute chose qui n'intéresse pas M. Boyer visiblement. Non, non, attendez, continuez votre propos, sinon nous va devons engager un débat pas dans l'ordre. Allez, Monsieur Lèbre, continuez. Nous devons, mes chers collègues, restez à vos places. Nous devons aider du mieux que nous le pouvons nos concitoyens dans leur démarche d'ouverture au monde qu'ils appréhendent. Parce qu'en fin de compte, quoi qu'on en dise, la rentabilité à tout crin ne peut être le but ultime poursuivi par l'humanité. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose maintenant d'ouvrir toutes grandes les portes du projet lui-même grâce à une série de 24 diapos commentées qui vont nous permettre de découvrir ce que devrait être notre prochaine Loblée. Pour cela, je m'appuierai sur Yvan Carvex, à ma gauche, qui a été tout au long de ces 2 années au sein du service culturel la cheville ouvrière de ce projet, et je l'en remercie vivement. Je voudrais également associer à ces remerciements Marion Canales, qui n'est plus avec nous, qui est parti au Sénat, et Rémi Chaptal, qui d'origine m'ont beaucoup aidé, ainsi que Philippe Laville, Nicole Tessèdre, Gaëlle Rougerie et l'ensemble du service culturel du département qui, tout au long de l'élaboration de cette réflexion commune, ont apporté chacune et chacun dans son domaine de compétences leur précieuse contribution. Bien, alors avant de passer la parole à M. Carvex, simplement une question pratique. Il y a un certain nombre d'absents dans la salle. Je n'ai pas les procurations de tout le monde. Je vous demande, s'il vous plaît, je demande au président de groupe de me faire passer des procurations pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Hein? Non, mais attendez, je ne sais pas si vous êtes à jour, vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, mettez-vous à jour. Donc que les présidents de groupe ou leurs vice-présidents me fassent passer les procurations s'il y a un problème. Bien, Monsieur Carvex, vous pouvez y aller. Alors, attendez, Monsieur Boyer. Pardon. Oui, Monsieur le Président, puisque vous faites état des membres présents et absents, à chaque session maintenant nous pointons, on signe la feuille de présence. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un état de l'ensemble de ces fiches de présence depuis que l'Assemblée a mis ce système en place? Ça serait très, très intéressant de savoir qui est là et qui n'est pas là. Tout à fait, c'est public puisque les débats sont publics
et que les procès-verbaux sont publics. Donc il n'y a aucun problème. Bien, alors on va revenir peut-être à la halle au blé, après ce petit détour que j'ai provoqué pour des raisons d'organisation. Donc je redonne la parole à Serge Lèbre et puis à Yvan Carvex. La diapo que vous avez sous les yeux donc montre au fond ce que sera, même au final d'ailleurs, la halle au blé, puisque de l'extérieur, peu de changements seront visibles, si ce n'est une sérieuse remise à niveau bâtimentaire qui va commencer d'ailleurs incessamment et qui inclut le toilettage de la façade et le changement progressif des ouvrants. La halle au blé est un lieu emblématique, je le disais rapidement depuis longtemps. Elle a été construite de 1762 à 1771 par l'ingénieur Dijon, comme vous le voyez à l'écran. Elle s'inscrit dans une politique urbanistique qui est propre à la fin du XVIIIe siècle. Et à partir du XIXe siècle, l'édifice a été voué à l'enseignement du dessin et des arts et métiers. D'ailleurs, il est devenu aussi école des beaux-arts, entre-temps, et une école des beaux-arts qu'il a occupée jusqu'en 1999. C'est l'architecte Ledru qui, en 1822, a surélevé le bâtiment. Celui-même d'ailleurs qui a conçu la mairie de Clermont-Ferrand et quelques autres belles réalisations, telles que l'école normale, l'ancien marché couvert, l'ancien marché Saint-Pierre, l'hôtel-Dieu de Clermont qu'il a achevé, et le tribunal, la maison d'arrêt de Thiers, d'Ambert, l'église de Vivrolles, ainsi que l'établissement thermal du Mont d'Or. C'est dire que cet architecte jouissait d'une grande réputation, et aussi pour dire à quel point la halle au blé est un lieu particulièrement remarquable dans l'histoire économique et culturelle du territoire. La première question que nous avons eu à nous poser, c'était pourquoi il fallait réhabiliter évidemment cette halle au blé. Cette diapo vous montre les trois objectifs généraux qui nous ont intéressés et que j'évoquais déjà dans mon introduction. Il s'agissait donc de concrétiser un engagement déjà pris, je le rappelais, d'optimiser l'action culturelle du département et d'affirmer la complémentarité entre le urbain et le rural. Le tout, vous le voyez, est illustré par une belle affiche des automnales 2008 qui symbolise parfaitement comment d'ores et déjà notre action culturelle irrigue les territoires du département en soutenant les communes dans leur politique de diffusion du spectacle vivant, tout en favorisant les rencontres entre artistes et publics. Autant de pratiques que la halle au blé devrait accentuer et généraliser dans quantité d'autres domaines, nous le souhaitons vivement. La diapo 3 reprend cette idée que j'évoquais aussi, à savoir à concrétiser un engagement déjà pris. Alors le rappel historique ira très vite. Vous vous souvenez, en 2006, nous acquérons la halle au blé. En juin 2007, le président me confie cette mission d'en faire un site à vocation culturelle. Et enfin, le 13 décembre 2007, l'Assemblée départementale approuve le projet de réhabilitation de l'ancienne halle au blé à une très large majorité. Dès que cette mission m'a été confiée, j'ai fait le tour des équipements déjà existants et nous sommes allés en particulier à Paris, à Lille, à Grenoble notamment. Alors quel était l'objectif de ces déplacements, à Cannes aussi d'ailleurs? Quel était l'objet de ces déplacements? Il s'agissait bien sûr de nous inspirer des réussites auxquelles ces différents équipements à peu près analogues avaient donné lieu, mais surtout d'éviter les erreurs qui avaient pu être commises ici ou là. Ces visites furent particulièrement instructives et nous ont permis de nourrir notre réflexion ainsi que celle du cabinet Public et Culture. La délibération, enfin le centre, l'important de la délibération de décembre 2007, c'était de faire de la halle au blé, comme vous le voyez à l'écran, la clé de voûte de l'action culturelle dans le département. Alors, elle affirmait deux objectifs ambitieux: rendre visible et lisible l'ensemble des actions culturelles des territoires, conforter l'attractivité du département grâce à un outil connu et reconnu au plan départemental et en dehors des frontières puy-de-dômoises. Il est également ressorti de ces entretiens
Pardon, je suis en train de me tromper de fiche, excusez-moi, j'ai rien dit. Le regard extérieur, je suis un petit peu perdu dans mes fiches. Voilà, c'était collé, c'est pas... Oui, alors là, la diapo suivante, donc, évoque, vous le savez, cette nécessité que nous avions d'avoir un regard extérieur, et en l'occurrence, ça va être le cabinet Public et Culture. Donc, ce choix a été opéré le 1er septembre 2008. Nous avons également placé ce cabinet Public et Culture sous le contrôle d'un comité de pilotage qui a été mis en place simultanément et au sein duquel, je dois le dire, notre collègue Jacques Idouard, qui est le vice-président chargé des bâtiments départementaux, a participé très régulièrement. Alors, la mission du cabinet s'est décomposée en plusieurs phases. Il s'est d'abord attaché à évaluer les attentes et les besoins des acteurs culturels du département. Et pour cela, 70 personnes ont été auditionnées, aussi bien au niveau des territoires que de l'agglomération clermontoise. Il s'est agi aussi bien d'élus, de responsables associatifs, de techniciens, d'artistes. C'est tout ça pour vous dire que vraiment la concertation a été vaste et exemplaire. En matière d'attente externe, l'analyse de ces entretiens a pointé naturellement un trait d'excellence qui devient presque banal de souligner, c'est-à-dire dans le domaine de l'image et des arts visuels, à travers notamment le festival du court-métrage, Vidéoforme, Traces de vie, Plein la bobine ou Carnet de voyage, mais aussi également autour de la culture scientifique et technique. Il est également ressorti de ces entretiens le besoin de diffusion d'un lieu de diffusion, d'une jauge d'environ 200 à 300 places et l'apport d'artistes extérieurs. Par ailleurs, l'analyse des vœux, exprimée dans les territoires cette fois, a fait ressortir des attentes fortes en termes de sensibilisation, d'animation de réseau, de formation, de propositions de programmation, d'accompagnement de projets, aussi bien en matière d'assistance technique que financière. Tout ce que dans notre jargon, nous appelons l'ingénierie culturelle, dont il sera question un peu plus loin. Enfin, concernant l'attente interne à nos services, qu'est-ce qu'il s'est dégagé? Il a été fortement question de transversalité, qui est déjà devenue la réalité dans de nombreux domaines, dans de nombreux projets culturels, et qui mêle les disciplines artistiques de toute nature, cinéma, musique, théâtre, danse, etc. Donc, à partir de ces éléments recueillis, Public et Culture, le cabinet Public et Culture, a projeté plusieurs scénarios évolutifs compatibles avec les caractéristiques et particularités du site, qui est pour l'essentiel classé, je vous le rappelle. 3 axes stratégiques se sont dégagés, donc. Placer le public au cœur du projet, mélanger les genres, c'est-à-dire faire de ce lieu un lieu pluri- et transdisciplinaire, et fédérer les acteurs culturels. Et là donc, je vais passer la parole. Non, je vais d'abord vous indiquer les grands axes stratégiques. Donc, une halle au blé, pourquoi faire? Aider et accompagner les territoires, susciter et promouvoir les créations et productions culturelles au plan départemental, régional, national, international, et favoriser l'innovation culturelle à la croisée des arts et faciliter les rencontres des artistes, des œuvres et des publics. Et c'est là où je vais passer la parole à Yvan Cavex, qui va vous détailler chacun de ces points du point de vue du technicien notamment. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc le groupe de travail qui a imaginé avec le cabinet Public et Culture ce que pourrait être la halle au blé a défini donc les 3 missions essentielles qu'on a nommées un outil d'ingénierie culturelle, un outil de diffusion de la connaissance et de création et un outil de médiation et d'animation culturelle. Un pôle d'ingénierie culturelle, c'est un terme un peu jargonneux. Donc il s'agit en fait de mettre en réseau les acteurs du territoire, de permettre la montée en gamme des productions culturelles locales,
de favoriser l'organisation de débats citoyens sur des questions de société. Il s'agit encore de proposer aux territoires des ressources, des renseignements, de se mettre au service des élus, des agents de développement culturel, des agents de développement au sens large, des responsables d'associations chargés de culture. Pour être encore plus clair, l'ingénierie culturelle, pour tous ceux d'entre vous qui avaient accueilli un spectacle des Automnales dans votre canton, vous savez quel type d'accompagnement les services du Conseil général apportent aux communes. C'est de l'accompagnement en amont, pendant et encore après. Il s'agit de développer ce mode de fonctionnement à l'ensemble des domaines culturels. L'ingénierie culturelle aussi intègre plutôt un centre de ressources. Un centre de ressources, c'est un outil coopératif pour offrir au territoire du renseignement, des conseils, de la documentation, des outils. En fait, on parle d'assistance à construction de projets. Le Conseil général dispose dans ses services de personnes ressources dans les domaines du spectacle vivant, de l'art visuel, de l'art plastique, des cultures scientifiques et techniques. Il convient de rassembler en un lieu toutes ces compétences pour les rendre plus accessibles aux acteurs du département. L'assistance à projet peut prendre différentes formes. Ça peut être du conseil à la programmation, ce que nous faisons en partie déjà dans le domaine du spectacle vivant, mais on peut évidemment le développer dans d'autres disciplines artistiques, de l'accompagnement à l'accueil de spectacles professionnels ou d'expositions professionnelles ou de conférences avec des intervenants professionnels, de l'aide à l'organisation donc de conférences, de débats, d'expositions, mais aussi d'animations culturelles dans les territoires. Un centre de ressources aussi, c'est un outil collaboratif. Chaque puy-d'Aumois est une personne ressource dans un domaine. Chacun a une histoire, un savoir, une connaissance large ou partielle qu'il est intéressant de collecter, de rassembler, de traiter, d'archiver et surtout de partager. Pour ce partage, la connaissance ascendante et descendante l'outil informatique et l'outil numérique est un outil idéal. Oui, Yvan évoquait un lieu conseil qui serait bien sûr au service des élus, des agents de développement et des associations et organisations culturelles. On pourrait par exemple imaginer que via le réseau de la bibliothèque départementale de prêt de livres, qui irrigue actuellement jusqu'aux plus petites communes du département, soit organisée, après une vaste sensibilisation, évidemment, la collecte de ce que les habitants de chacune de ces communes possèdent en termes d'images souvenirs. Qu'il s'agisse de dessins, de peintures, de photographies anciennes, de films argentiques en 9 mm, en 16, en Super 8, en 35 mm, sait-on jamais, et d'images vidéo, quel que soit le support et le format utilisé. Après quoi, là, l'Oblé, en relation avec le service des archives, pourrait numériser, monter l'ensemble de ces documents qui seraient ensuite restitués aux habitants de chaque commune d'origine sous forme de DVD directement exploitables en salle ou à domicile. Une telle démarche offrirait au moins 2 avantages. D'abord, elle permettrait une formidable collecte de tout ce qui constitue la mémoire populaire de nos différentes communes du département et donc la sauvegarde d'un patrimoine iconographique des plus précieux qui, sans cela, serait sans doute voué à disparaître un jour ou l'autre. Par ailleurs, de telles coproductions entre notre service spécialisé de la Halle au Blé et celui des archives pourraient également être mises à disposition d'autres communautés de communes du département, voire au-delà. Et pourquoi ne pas envisager également la projection périodique des éléments les plus intéressants de ces collectes, des projections ouvertes à un large public au sein même de notre Halle au Blé. Et qu'on ne me rétorque pas que je suis dans l'utopie, que cela ne peut pas fonctionner. C'est déjà le cas, je vous le signale, dans un département du centre de la France où ce genre d'initiative fait un tabac extraordinaire, si vous me permettez l'expression. Et là, vous avez également un bel exemple
de ce à quoi pourrait servir notre futur hall au blé, étant entendu que cette démarche pourrait se décliner dans bien d'autres domaines que celui de l'image. Excuse-moi, Yvan, de t'avoir coupé la parole. Nous avons dit la halle au blé, un outil d'ingénierie culturelle et un centre de ressources. La deuxième mission, c'est un espace de confrontation artistique. La halle au blé n'a pas été pensée comme un lieu voué à la diffusion spectaculaire et nécessairement coûteuse. C'est un véritable outil de développement culturel, un lieu dans lequel on peut créer, assister à des performances, des conférences, des spectacles élaborés dans la halle au blé ou dans les territoires, qu'on appelle hors les murs. L'architecture du lieu a induit certaines fonctions. On peut donc facilement imaginer dans ce bâtiment l'implantation de grandes expositions temporaires, de l'envergure de celles qui ont été réalisées jusqu'à présent dans le hall René Cassin ou à la Maison de l'Innovation. Afin de travailler de manière transversale, nous avons imaginé de fonctionner à partir de thématiques sur des questions de société. Par exemple, nous avons réfléchi à la possibilité de travailler sur la thématique de l'isolement ou du bonheur, mais restons sur l'isolement. La notion d'isolement, on peut très bien imaginer de traiter avec nos partenaires dans le territoire la notion d'isolement en milieu rural, en milieu urbain, chez les jeunes, chez les personnes âgées, et on aura forcément une manière de traiter des thématiques comme ça très différentes parce que les publics seront différents, mais aussi différentes d'un territoire à l'autre. Sûrement que la notion d'isolement en ville n'est pas la même que la notion d'isolement ou la sensation d'isolement en campagne. Nous avons imaginé aussi de pouvoir travailler sur des questions d'actualité, comme les derniers phénomènes climatiques, les tempêtes, sécheresses, inondations. Nous avons imaginé aussi, enfin, de travailler sur des thématiques liées à des initiatives locales ou à des découvertes faites dans le territoire. Et là, on pensait à la mise en valeur de sites archéologiques récemment découverts. Pour chaque sujet, évidemment, les sujets seront proposés à l'Assemblée. Pour chaque sujet, chacun pourra être traité par des scientifiques, et c'est là où la transversalité est intéressante. Un sujet peut être traité par des scientifiques, peut être traité par des artistes, des vidéastes, des photographes, des musiciens, des danseurs, des acteurs, mais aussi par des personnes ressources des différents services, des différentes directions du Conseil général. On peut travailler avec la DGSAS si on traite la question de l'isolement ou de la sensation d'isolement chez les personnes âgées, c'était le sujet tout à l'heure, et aussi à l'aide de personnes ressources identifiées au plan régional. C'est aussi un espace de création, vous voyez un lieu d'exposition, un espace de création. La halle au blé pourrait favoriser des projets de création, mais toujours situés à la croisée de la culture, de l'innovation, en accordant une large place au numérique, encore une fois. On peut imaginer de travailler sous la forme d'appels à projets nationaux, auprès d'artistes en quête d'espaces de création et de valorisation de leur travail, la mise à disposition de locaux adaptés et équipés, et pour les artistes, une aide matérielle très précieuse. Enfin, Serge Lèbre parlait tout à l'heure d'une salle de diffusion. Ce n'est pas une salle de spectacle, il y en a suffisamment sur place, mais il s'agit d'un endroit, d'un lieu de diffusion où on pourrait d'une part, faire l'ouverture du Festival des Automnales, par exemple. Ce seraient des spectacles de petite forme. Il ne s'agit pas d'une scène avec 200 mètres carrés de plateau. L'ouverture des Automnales, la présentation de spectacles de brindilles. Mais surtout, dans l'idée de l'ingénierie culturelle, c'est des démonstrations de spectacles pour un public exclusivement constitué d'agents de développement ou d'élus qui ont envie de faire une saison culturelle et qui ne savent pas où choisir ou comment choisir un spectacle. On pourrait, dans ce lieu-là, montrer des choses dans lesquelles les agents de développement et les responsables d'associations pourraient venir faire leurs courses. On pourrait évidemment profiter de la valeur du court-métrage et des festivals autour du film pour montrer des films primés, toujours à ce public-là, de façon à imaginer comment ensuite irriguer le territoire avec des choses. Le Vidéoforme, par exemple, l'année dernière a été primé à un festival international et ces films ne sont jamais vus, ni à Clermont, à part dans la période du festival, ni ailleurs. Voilà ce qu'on pourrait imaginer. Oui, je voudrais simplement ajouter, si tu me le permets, dans le domaine de la médiation,
Il s'agira aussi tout d'abord de donner au plus grand nombre des outils de compréhension pour accéder aux œuvres de l'humanité. Ce sera peut-être d'ailleurs la valeur ajoutée la plus forte de cette Alloblé, faire en sorte que la culture ne soit plus réservée à une élite pour devenir une source d'émotion, un objet de savoir et de débat à destination du public le plus large possible. Nous avons dit un espace d'ingénierie culturelle et centre de ressources, un espace de confrontation artistique. Enfin, la troisième mission serait un espace de rencontre avec les publics. Pour être un véritable outil de développement culturel, la Alloblé doit faciliter l'accès à la connaissance et à la culture par des actions de sensibilisation et d'animation culturelle. Ainsi, pour chaque thème abordé, les thèmes des expositions dont je parlais tout à l'heure, pour chaque exposition, qu'elle soit temporaire ou permanente, fixe ou itinérante dans le territoire, dans la Alloblé ou dans les territoires, chaque fois, un programme de sensibilisation, de médiation, d'animation culturelle sera proposé. Alors, la diapo suivante va vous indiquer enfin comment marche cette Alloblé. Alors, pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'hypothèse de travail suivante. Compte tenu du contexte économique actuel, qui a été souligné par beaucoup d'entre vous, et des contraintes budgétaires que cela induit, le scénario du fonctionnement retenu s'appuie dans l'immédiat sur l'hypothèse que vous avez à l'écran, c'est-à-dire, pour faire court, sur un budget culturel constant, à périmètre identique évidemment, mais le plus probable étant toutefois que pour faire face aux missions nouvelles de la Alloblé, il y aurait, si nous en avons les moyens, nécessité de créer 2 postes. Alors, de ce fait même, ça implique ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une restructuration des services qui sera réadaptée donc aux besoins actuels, que ce soit la MDI, la direction du patrimoine, de la culture et des redéploiements de personnel. Ça suppose une redistribution des crédits existants, bien sûr, et ça suppose une révision du contenu des conventions avec nos partenaires. Alors sur ce point-là, pas d'affolement, je le dis tout de suite, parce que nos partenaires, justement, pourraient être inquiets. Dans notre esprit, il s'agit surtout de mettre en place des avenants aux conventions que nous avons passés avec, justement, ces principaux partenaires, de manière à négocier avec eux des collaborations qui prennent en compte le rôle qu'ils pourraient jouer au sein de ce nouvel équipement et, en contrepartie, celui qu'il pourrait jouer aussi dans l'irrigation de nos territoires, chacun dans son domaine de compétences, évidemment. Alors, la programmation architecturale qui va vous être évoquée tout de suite, je vais la faire, mais en prenant beaucoup de précautions, beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que le programmiste, pour l'instant, n'a pas encore commencé son travail. D'autre part, je vous le disais, ce site est classé et il va y avoir, vous l'imaginez, de longues négociations, enfin, longues, je ne sais pas, mais des négociations importantes avec l'architecte des bâtiments de France qui vont être menées simultanément. Néanmoins, compte tenu de ces réserves, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, vous avez ici, sous les yeux, les différents espaces, c'est-à-dire ce qu'on appelle le programme, les espaces induits par les fonctions, c'est-à-dire les nécessités qui se sont dégagées de l'ensemble de l'étude qui a été menée par le cabinet et la réflexion que nous avons eue les uns et les autres au sein du comité de pilotage. Vous avez donc 4 grands pôles, excusez-moi. D'abord un pôle exposition, c'est-à-dire un espace d'exposition temporaire au rez-de-chaussée, normalement au rez-de-chaussée, je dis là aussi avec beaucoup de réserve, un espace d'exposition temporaire au 3e étage. Deuxième grand pôle, un pôle ressources, un centre de ressources concernant les territoires, enfin directement lié au territoire, un espace culture, des cultures numériques et audiovisuelles, et un atelier vidéo, pour une des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Troisième grand pôle, le pôle accueil, c'est-à-dire un pôle accueil du public d'abord, et un pôle information, l'espace collaboratif qu'évoquait Yvan tout à l'heure aussi, et de médiation culturelle. Et enfin, un pôle administratif,
concernant, et de logistique d'ailleurs, concernant des locaux techniques, des locaux pour l'administration, des locaux d'accueil pour les partenaires, une ou des salles de réunion selon les possibilités, et enfin des salles de stockage. Mais là, j'oubliais bien sûr un élément essentiel qui est l'espace de diffusion, la fameuse salle de spectacle, donc d'environ 200 à 250 places. Alors là, maintenant, je vais de nouveau laisser la parole à Yvon qui va vous détailler maintenant dans l'espace comment ceci se pourrait, toujours avec les mêmes réserves, les mêmes précautions d'usage, pourrait se répartir dans les espaces de la Halle au Blé. La Halle au Blé est un bâtiment assez vaste, très vaste même. Le rez-de-chaussée fait 1000 mètres carrés et le cabinet public et culture a imaginé une occupation qui reste évidemment à valider par le programmiste. Nous disions tout à l'heure que l'architecture du lieu avait induit des fonctions. Nous pouvons aussi dire que les fonctions auxquelles nous avons pensé ont induit des espaces. Pour des questions de surface, de hauteur sous plafond, d'accessibilité au public, le cabinet public et culture a imaginé de réserver une partie importante, ce que vous voyez en rose, plutôt rose-violet, pour des expositions. Une hauteur sous plafond intéressante pour des expositions d'envergure. Un espace central réservé à l'accueil du public et un emplacement, là aujourd'hui, la salle de diffusion serait imaginée au rez-de-chaussée. On ne sait pas encore si ce sera rez-de-chaussée ou premier étage ou si elle est possible. Sur la partie mezzanine, c'est une partie qui est intéressante. Cette proposition d'implantation a l'avantage d'isoler du public la partie réservée à l'administration et à l'accueil des partenaires. Visuellement, les visiteurs pourront passer du rez-de-chaussée, premier et dernier étage, sans voir cet étage intermédiaire. L'espace dédié à l'administration est pensé comme un camp de base, sachant que la plupart des agents rattachés à cet équipement auront vocation à sillonner le département pour animer et accompagner les territoires. Ce n'est pas un bâtiment qui a vocation à accueillir des services sédentaires. Pour le premier étage, 1000 mètres carrés environ aussi, là, le cabinet public et culture a imaginé un espace d'exposition sur le côté boulevard parce qu'il y a une luminosité très intéressante dans cette partie de bâtiment et on pourrait imaginer d'y faire des expositions d'art plastique. La partie centrale, vous voyez les quatre escaliers et ici il y a une partie centrale qui n'a pas de fenêtre et pas d'ouverture. Donc elle est naturellement sombre et là on peut tout à fait imaginer de faire un travail sur la vidéo, sur la projection, la mise en lumière d'œuvres. Cet espace est vraiment très intéressant. Et tout autour, il y a beaucoup de place pour faire ce travail de médiation, d'animation, de sensibilisation avec le public. Enfin, le dernier étage, c'est un espace qui correspond à l'étage juste en dessous dont je viens de vous parler, qui est un espace de 200 mètres carrés plutôt sombre. Au dernier étage, c'est un espace de 200 mètres carrés très lumineux avec des poutres apparentes. C'est un espace très intéressant qui pourrait être aussi bien dédié à de la création qu'à la partie centre de ressources, qu'à la partie médiation culturelle. C'est un espace très libre, très ouvert. Rapidement, une vue en coupe pour vous montrer là les hauteurs sous plafond. On est à 6 ou 7 mètres de hauteur sous plafond dans le rez-de-chaussée. Cette partie ici, la partie sombre pour un travail de projection. Et enfin le dernier étage qui est entouré de fenêtres et qui là, lui, est très lumineux avec charpente apparente. Voilà une esquisse proposée par le public et culture de ce que pourrait être l'espace de diffusion, mais c'est vraiment une esquisse, on vous la présente juste pour avoir une idée. Oui, si tu me le permets d'ailleurs, je le disais au début, je le redis, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de dire si la si la salle de spectacle sera sur 2 niveaux, d'une part, ni si elle sera au rez-de-chaussée au premier étage. La conformation des lieux et les contraintes que fixera l'architecte des bâtiments de France seront évidemment là aussi déterminantes en la matière. Alors, concernant maintenant le calendrier et les premiers chiffres. Vous le voyez, donc nous avons affiché, d'ailleurs c'est affiché depuis très longtemps sur la Halle au Blé. Le début des travaux devrait se faire donc cette année, enfin en fin d'année, et bien sûr
se poursuivre en 2010 concernant l'étanchéité, la mise en sécurité intérieure du lieu. Ensuite, eh bien, il faudra passer à la phase en 2011, à partir de 2011, de réhabilitation et de travaux d'aménagement, étant entendu que l'ouverture pourrait être en 2013, si tout se passe bien, bien sûr, s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas d'incident, s'il n'y a pas de contrainte de l'architecte des bâtiments de France, évidemment. Je voudrais signaler quand même une chose, c'est que le coût de l'investissement, parce que j'ai entendu hier le terme extravagant, le coût de l'investissement correspond grosso modo à celui qui avait été prévu initialement par la région Auvergne quand l'Assemblée régionale envisageait de réhabiliter le bâtiment, mais évidemment réassorti de la prise en compte de l'inflation intervenue depuis cette époque. Ça n'a donc rien d'extravagant, ou alors la région était extravagante à l'époque. Alors, vous avez maintenant un schéma qui va tenter de vous résumer, de vous récapituler à peu près tout ce que nous avons dit de manière un peu plus dynamique, enfin en termes de fonctionnement dynamique. Vous avez horizontalement, si toutefois mon pointeur marche, il marche. Vous avez un axe horizontal ici, qui est en gros l'axe des productions culturelles et rurales à la fois de l'ensemble du département et de l'agglomération clermontoise, avec, bien sûr, c'est l'axe au fond de l'irrigation du territoire dans un sens ou dans l'autre. Vous avez au centre, bien entendu, la halle au blé qui se présente comme une interface, ce qu'on pourrait appeler un hub, un lieu de création et de diffusion, ça a été dit, et un pôle d'ingénierie culturelle. Et verticalement, vous avez un autre axe, l'axe vertical, qui est la promotion et valorisation des productions culturelles à partir des territoires urbains et ruraux du département. Autrement dit, vous retrouvez ici l'ensemble de ces territoires, aussi bien de l'agglomération clermontoise et des autres territoires du département que nous avons été obligés de scinder pour plus de clarté dans l'horizontalité. Alors, ici, il s'agit bien sûr de promouvoir, soit au sein des territoires proprement dit, soit au niveau régional, au niveau national ou au niveau international, et pourquoi pas sidéral, quand le temps viendra, de nos productions. Alors, c'était de l'humour. Donc, je vais essayer à partir de l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, à savoir de cette collecte image, de vous illustrer le propos. Par exemple, on pourrait parfaitement imaginer que le bibliobus de la bibliothèque départementale de Pré arrive à Vivrolles, par exemple, ici, et informer la population qu'il est à la recherche de tout ce qui concerne l'iconographie locale. Cette collecte revient à la halle au blé, elle est prise en charge par le service des archives et par les personnels spécialisés au sein de la halle au blé, et ensuite elle est redispatchée, alors soit sur la commune d'origine, soit sur l'agglomération clermontoise, soit si c'est de grande qualité au niveau régional, national ou international. Pourquoi pas? Je voudrais vous dire aussi que on pourrait parfaitement imaginer que ces documents-là puissent être, appropriés par les artistes locaux, que ce soit les artistes de vidéoforme, que ce soit des artistes du spectacle vivant, et qui s'en emparent pour produire un spectacle, par exemple. Enfin, on peut imaginer plein d'autres hypothèses, vous l'imaginez bien. Alors, pour ce résumer, la halle au blé doit concrétiser la volonté départementale de solidarité territoriale dans le domaine culturel. Elle doit recentrer les choix de la collectivité sur des thématiques plus fédératrices. Elle doit constituer un moteur de compétitivité qui renforce l'attractivité du Puy-de-Dôme. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler que très souvent, par exemple, les responsables de chez Michelin attirent très souvent notre attention sur le fait que quand ils embauchent des cadres importants, la première question, et pas que les cadres bien entendu, mais aussi les cadres, quand ils embauchent les cadres, la première question qu'on leur pose, mais quelles sont les ressources culturelles que nous propose Clermont et le département du Puy-de-Dôme? C'est donc quelque chose d'extrêmement important, y compris en termes d'attractivité bien sûr, mais surtout d'emploi et de développement territorial.
Constituer donc, favoriser l'innovation sous toutes ses formes, artistique, économique, technologique, sociale, et valoriser un capital humain et des savoir-faire, des services, en les adaptant aux exigences de notre époque. Alors, nous arrivons donc au terme de cette présentation. Elle a été, et merci pour votre attention parce qu'elle a été un peu longue, c'est vrai, mais nous l'avons souhaité comme ça parce que nous voulions faire dans la transparence la plus totale, de façon à vous informer le plus complètement possible des tenants et des aboutissants du projet à l'eau blé, d'une façon non partisane, détendue. Dès l'origine, de ce projet, nous avons organisé, vous vous souvenez, une première visite des lieux pour tous les élus. Je dis, vous vous souvenez, pour ceux qui y ont participé, bien sûr. Hélas, peu d'entre vous se sont rendus à cette invitation. C'est pourquoi donc, à la demande légitime de certains groupes politiques, nous la renouvellerons dans les plus brefs délais. Et on serait tenu, bien sûr, informés. Par ailleurs, pour ce qui me concerne, moi je crois avoir respecté l'esprit de la mission que le président m'avait confiée, et je le remercie vraiment de la confiance qu'il a bien voulu me témoigner constamment en la matière. Je crois aussi l'avoir fait en respectant les mandats que l'Assemblée nous avait donnés, y compris dans le calendrier qui avait été fixé. Et comme vous pouvez le deviner, j'ai accompli ce travail avec conviction, pour ne pas dire avec passion. Je voudrais également rappeler, en paraphrasant le grand cinéaste Alain Resnais, pour conclure sur mon introduction, si je puis dire, que les beaux bâtiments de notre patrimoine meurent aussi. C'est pourquoi, après la maison de Blaise Pascal, place de la Victoire, ou après le bel hôpital général de Clermont-Ferrand qui ont été rasés, l'un et l'autre, nous devrions être fiers de sauver ce lieu emblématique qu'est la Halle au Blé en faisant un bel outil culturel dans le cadre d'une réhabilitation exemplaire qui devrait réjouir tous les Puy-d'Aumois. C'est pourquoi aussi, j'en suis convaincu, vous allez avoir à cœur, mes chers collègues, de nous donner le feu vert qui permettra dès demain de passer à la phase de réalisation concrète du projet et de faire ainsi, conformément à notre délibération de décembre 2007 de la Halle au Blé, la clé de voûte de notre action culturelle dans le département. Je me fais également l'interprète de toute l'équipe qui a travaillé autour de moi sur ce projet avec un enthousiasme qui ne s'est jamais démenti, pour vous dire sans fausse modestie qu'elle est assez fière du travail accompli pendant ces 2 années. Nous l'avons fait en ayant toujours présent à l'esprit les belles paroles du Mahatma Gandhi, que je cite, « Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qu'il y circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. » Ce qui est sans aucun doute une autre manière d'exprimer ce que voulait dire Jean Jaurès quand il écrivait « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. Je voudrais remercier Serge Lèbre et Yvan Carvex pour cette présentation tout à fait remarquable et à la portée de tous, si j'ose dire, parce que ce n'est pas toujours facile, dans un domaine comme celui-ci, une partie un peu virtuelle est présente de pouvoir retenir l'attention des auditeurs. Bien, alors je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent. Monsieur Tixier. Oui, Monsieur le Président. À mon tour de saluer l'enthousiasme, la passion et le lyrisme qui animent le rapporteur. Cela étant dit, je crois que le bâtiment, vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé Serge Lèbre, le bâtiment est un bâtiment qui est intéressant au plan historique, d'abord parce qu'il est l'illustration de ce que les physiocrates ont voulu, et dans ce département, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de halles au grain qui sont autant de témoins de cette politique. Michel Charasse, en ce même lieu, il y a quelque temps, avait d'ailleurs rappelé le rôle historique qu'avait joué cette halle au grain au moment de la Révolution. Donc, soyons tous d'accord, c'est un bien qui a une vocation, une dimension patrimoniale. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nombre d'entre nous, dans notre groupe, avions donné notre accord pour que ce bâtiment soit acheté et qu'on puisse réfléchir à un projet. Le projet maintenant. Alors, moi j'ai été attentif à ce qu'a dit Yvan Carvès, c'est-à-dire que c'est un projet à dimension culturelle. Et je crois qu'effectivement...
c'est un projet à dimension culturelle, à vocation culturelle, à mission culturelle, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la culture est une source d'épanouissement personnel et que par conséquent, nous avons, tant qu'effectivement nous en avons la possibilité, je dirais, administrative, nous avons le devoir d'y contribuer, d'y participer. C'est aussi un facteur d'attractivité des territoires, et en bon auditeur, j'ai noté combien hier, Bertrand Pasquito disait que quand un investisseur venait, on lui demandait non pas quel était le montant de la taxe professionnelle, mais quelle était la politique culturelle de la collectivité. C'est donc effectivement quelque chose qui peut répondre à notre souci, à notre volonté de participer à l'épanouissement des habitants de ce département, à rendre plus attractif encore notre territoire. Le projet lui-même, tel qu'il nous a été présenté, est intéressant aussi, dans la mesure où on évoque le fait qu'il puisse jouer un rôle de pôle d'ingénierie culturelle, d'assistance à construction de projets, que ce soit un outil, je crois que le mot a été employé, je ne sais plus si c'est collaboratif ou coopératif, entre les associations, les collectivités communes, notamment syndicats intercommunaux et le département, un espace de rencontre. Il y a donc là les ingrédients pour faire en sorte que cela participe et profite à l'ensemble du territoire, qu'il y ait une véritable irrigation culturelle de l'espace départemental. Cela étant dit, la question que nous nous posons au sein de notre groupe est la suivante. Si effectivement le bâtiment présente une dimension patrimoniale et historique indéniable, si le projet est intéressant dans la mesure où il répond à nos ambitions politiques et en même temps à nos missions dans le domaine culturel, on peut s'interroger pour savoir s'il est opportun de le faire aujourd'hui. Alors, Serge Lèbre a lui-même fait remarquer que la crise était quelque chose de durable et qu'il ne fallait pas croire les gogos faisant allusion aux médias qui nous disent qu'effectivement nous sommes à la sortie du tunnel. Ça, je l'ai bien entendu. Mais je pense qu'indépendamment de la crise, il y a deux problèmes de fond qui s'opposent à nous. Il y a un problème national, tout d'abord, et c'est vous, Monsieur le Président, qui l'avez évoqué hier, c'est, je crois, l'absence de lisibilité quant au devenir des finances départementales. Vous nous avez dit que dans les jours à venir, l'ADF aura à débattre de ces problèmes, et on peut se poser la question de savoir si la clause de compétence générale sera maintenue ou pas, et de ce fait, en l'absence de lisibilité quant à l'avenir immédiat de nos finances et de nos compétences, on peut, avec quelque légitimité, me semble-t-il, se poser la question, est-il opportun de le faire aujourd'hui? Ça, c'est le contexte national, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, et nous manquons, je crois, et les uns et les autres, d'éléments de lisibilité pour affirmer qu'effectivement, il est opportun de le faire là et maintenant. Je pense qu'au contraire, il est peut-être opportun d'attendre et de voir. Deuxièmement, c'est le contexte départemental. Et le contexte départemental, je crois que dans le journal La Montagne du 8 septembre, il y avait une page qui était consacrée au surendettement. Le surendettement est donc quelque chose qui frappe toutes les familles de France, malheureusement, mais avec une acuité plus ou moins forte selon les départements. Dans l'article de La Montagne, on lisait notamment que, fin 2008, la situation du surendettement des familles puy-de-dômoises, fin 2008, avait diminué de 6%. Malheureusement, à peine un an plus tard, en juin 2009, le phénomène s'inversait et flambait puisque le département comptait une augmentation de plus 26% du nombre de familles surendettées. Et donnant la parole à la directrice régionale de la Banque de France, à Catherine Boucher, le journal La Montagne disait donc les difficultés financières deviennent insurmontables et s'installent durablement. Je pense que c'est malheureusement un phénomène que nous ne pouvons que constater, que nous ne pouvons que déplorer et qui doit susciter de notre part plus de solidarité encore que nous n'en accordons. À cela s'ajoute la baisse du pouvoir d'achat et, toujours dans le journal La Montagne, vous accordiez, Monsieur le Président, une interview à Cédric Gourin et je vous cite, vous disiez « Avec la rentrée, nous allons devoir faire face à une augmentation sensible du nombre de bénéficiaires du RSA et à une fragilisation encore plus forte de la population, notamment celle des jeunes. » Alors, je crois que, malheureusement, tant le contexte national que le contexte départemental nous incitent aujourd'hui, plus que jamais, à faire preuve de prudence et à attendre. En ce qui concerne notre groupe, nous l'avons dit, tout projet culturel est intéressant. Et je crois que ce projet est intéressant dans ses ambitions
Il est intéressant de par le bâtiment qu'il permettrait de faire revivre et sortir des oublis de l'histoire. C'est un projet qui doit être ambitieux. Et pour ce faire, quand on voit qu'en termes de fonctionnement, on nous dit qu'il y aura 2 postes de créés et on redéploiera les personnels, nous n'osons pas croire à cela. Je crois que si on veut que ce projet soit porteur, comme nous l'espérions tous, il faut se donner les moyens. Or, je crois que les moyens, nous ne les avons plus ou nous risquons peut-être de ne plus les avoir. Il en est encore pour preuve que, pas plus tard qu'hier, pratiquement tous les groupes politiques ont évoqué la situation difficile rencontrée par les agriculteurs et qu'à votre initiative, Monsieur le Président, nous allons accorder une aide, je l'espère, tous unanimes, de 500 000 € aux producteurs de lait de ce département. C'est dire qu'aujourd'hui, tant le manque de lisibilité dans le mode de fonctionnement, les compétences des collectivités départementales, tant le contexte départemental dans le domaine économique et social doit nous amener, me semble-t-il, à reléguer à plus tard ce projet et à souhaiter que nous puissions le mener lorsque nous disposerons de plus de lisibilité dans l'avenir des collectivités et lorsque nos concitoyens, ce que nous souhaitons tous, connaîtront un retour à meilleure fortune. Mais dans l'immédiat, je crains fort que l'appel à la solidarité soit de plus en plus fort et que nous ayons, parce que nous y croyons tous, à faire face et à tenter de remédier à des situations difficiles et douloureuses qui font que le budget, l'argent de nos collectivités doit être prioritairement réservé à nos compétences et à nos compétences sociales. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, notre groupe, considérant que le projet est intéressant mais que le contexte est inopportun, votera contre. Bien, alors je vais passer la parole au suivant. Simplement, je dis que vous me faites l'honneur de me lire dans la montagne et je vous en remercie, mais lisez-moi complètement. Parce que quand je dis que la situation sociale n'est pas bonne, tout le monde le reconnaît, j'explique aussi que nous ne devons pas rester dans l'immobilisme et que nous devons avoir une action au niveau de l'investissement parce que c'est aussi une manière de relancer l'activité économique. Donc je ne partage pas cette volonté d'immobilisme. Je pense au contraire, j'ai l'habitude de dire que dans les difficultés que nous traversons, les uns et les autres, sur nos territoires, il n'y a pas de territoire condamné, il n'y a que des territoires sans projet. Madame Gagnadre. Mettez-vous d'accord. Oui, on va se mettre d'accord, Monsieur le Président. Il y a une demande de suspension de séance. Alors, qui veut parler? Monsieur Boyer. Mais vous n'apparaissez pas là. Allez-y, Monsieur Boyer. Attends, je voudrais juste demander une suspension de séance de 10 minutes. 10 minutes. Un quart d'heure, on va dire, allez. Un quart d'heure. Midi moins le quart. On peut aller dans la salle à côté là je ne sais pas, parce que nous, on va l'utiliser... Ah bon? Vous pouvez vous mettre là, dans le bureau. On peut se mettre dans la salle... Dans la salle Gabriel Montpied. La salle Gabriel Montpied, oui. Voilà. Bien, alors, avait demandé la parole Marie-Gabrielle Gagnadre. Monsieur le Président, chers collègues, un petit historique. On apprend à la fin de 2005 que le Conseil général du Puy-de-Dôme serait sur les rangs des repreneurs de la halle au blé. En juin 2006, la décision de principe de l'acquisition par le Conseil général du bâtiment de l'ancienne halle au blé est prise. En octobre 2006, l'Assemblée départementale donne son accord pour l'acquisition par le département du Puy-de-Dôme auprès du Conseil régional d'Auvergne du bâtiment de l'ancienne halle au blé pour le prix d'1 250 000 €. En juin 2007, une mission de réflexion à la vocation culturelle du site est mise en place. Et à la session budgétaire de décembre 2007, l'approbation à la majorité des suffrages exprimés pour la réhabilitation de l'ancienne halle au blé. La structuration estimée à 6 millions d'euros, travaux plus études en 2006 par la région Auvergne, chiffres qui sont confirmés par les services du Conseil général. Le projet de réhabilitation de l'ancienne halle au blé est susceptible de faire l'objet d'un financement FEDER à hauteur de 1,5 million à 2 millions d'euros. Le groupe demande des précisions sur cette vocation culturelle. À cette session du 15 et 16 septembre 2009, dans les éléments présentés dans ce rapport, on peut noter que l'estimation de l'investissement relatif aux travaux de réhabilitation et de restructuration du bâtiment se situe entre 8 et 10 millions d'euros.
Alors, rappelons qu'en 2006, il était évalué à 6 millions, études comprises, soit une inflation prévisionnelle de 60% en 3 ans. Également, sur l'un des volets du projet, il est indiqué que la halle au blé doit être un outil d'ingénierie culturelle, notamment en direction des communes et des comités de communes. L'organisation actuelle des services du Conseil général, déjà, propose aux territoires, aux communes et comités de communes des conseils, des ressources et des renseignements. Texte, rapport, page 58. Le Conseil général aurait-il acheté un âne dans un sac sans savoir ce qu'il allait en faire? Ce projet, tel qu'il est présenté, aboutit à la simple concentration des services déjà existants. Le projet n'est pas suffisamment structuré car tout est flou, y compris sur le fonctionnement. Par contre, la culture est un élément structurant et essentiel pour les habitants de notre département. Un être humain ne peut se contenter de travailler, manger et dormir. Il a besoin, quelle que soit la situation économique de son pays, d'autre chose. Il a besoin de s'exprimer culturellement selon son âge, son milieu social et ses moyens. Le Conseil général, comme nos communes, doivent favoriser toutes les formes d'expression culturelle en tenant compte des moyens financiers des collectivités. Dans ce cadre, il est déjà indispensable aujourd'hui de consolider les schémas culturels et artistiques existants, la musique, la lecture publique, le théâtre. Et de plus, il doit aussi compléter les équipements culturels, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Il est aussi souhaitable de valoriser les espaces publics d'accueil et d'exposition existants sur l'ensemble du parc immobilier du Conseil général. Je rappelle le hall René Cassin, la maison d'innovation, la grande bibliothèque, la chapelle des Cordeliers, les archives. C'est un beau bâtiment, intéressant par son architecture, par son histoire, qu'il faut sauvegarder. Mais le projet proposé, pour le moment, est virtuel et pas très réaliste, étant donné que nous n'avons aucune visibilité, aucune assurance sur d'éventuelles subventions ou sur des financements divers. Situé dans un contexte de crise économique, ce projet ne nous semble pas prioritaire. Bien, merci Madame Gagnard. Claudine Lafaille, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. J'ai été très intéressée par la présentation de ce projet. En tant qu'élu de Clermont, je ne peux que déplorer la présence de cette friche en plein centre de la ville, et cela depuis plusieurs années. Je souhaite donc vivement qu'il y ait réhabilitation et utilisation de la halle au blé, qui représente incontestablement un monument de valeur pour la ville, et je ne voudrais surtout pas qu'elle suive le chemin de l'hôpital général et de la maison de Blaise Pascal, effectivement. Par ailleurs, et comme Serge Leb l'a souligné dans sa présentation, il faut aussi une complémentarité urbain-rural dans les réalisations du Conseil général, et la mise en valeur de la métropole régionale ne peut être qu'un plus pour le département. Je comprends bien les remarques négatives qui sont faites pour un tel investissement dans une période de crise. Mais je pense qu'on ne peut laisser plus longtemps à l'abandon un tel édifice en plein centre de Clermont, et que sa mise en valeur est indispensable. Son utilisation dans le domaine culturel, pourquoi pas? La crise ne doit pas éteindre le culturel, mais il faut un projet précis, si possible d'envergure. Or, il existe pour l'instant un grand flou dans la présentation des objectifs qui partent un peu dans tous les sens, comme si on ne savait pas en fait quoi en faire. Et la présentation qui vient d'être faite ne m'a pas convaincue. On ne peut pas partir sur un tel projet d'envergure dans l'imaginaire, surtout en période de crise. C'est pourquoi aujourd'hui je ne voterai pas ce rapport, mais je m'abstiendrai en attendant d'avoir des précisions sur l'utilisation réelle de ce bâtiment. Bien, merci. Alors ensuite, Laurence Mioche. Merci, Monsieur le Président. Je félicite la présentation du rapport qui était, à ma foi, assez intéressante. Je voudrais aussi féliciter Luc Tixier qui a bien résumé la position du groupe par rapport à notre sensibilité sur ce projet. Mais néanmoins, j'ai une question un petit peu technique. Je voudrais savoir, avec un projet comme ça en plein centre-ville qui va être destiné à accueillir pas mal un large public, puisque vous avez une jauge à 300, me semble-t-il. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'accessibilité et notamment en termes de déplacement doux, intermodalité? Est-ce que ça a été pris en compte et chiffré dans le projet? Bien, on répondra globalement, hein, si vous voulez bien. Alors ensuite, j'ai Patricia Guillot. Merci, Monsieur le Président. Si je partage l'introduction de Madame Lafaille, je n'arriverai pas aux mêmes conclusions. Je pense qu'effectivement, ce bâtiment a été trop longtemps fermé et que
ce projet est important pour la ville de Clermont-Ferrand et pour ce quartier en particulier. Moi, le projet m'a paru très clair et m'a paru aller dans le bon sens. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je soutiendrai ce rapport. Je voudrais dire aussi que nombre d'artistes du Puy-de-Dôme vivent difficilement de leur art. Et un certain nombre étaient d'ailleurs malheureusement au RMI. Que cet outil à l'Oblé va leur permettre de se faire mieux connaître et je l'espère de pouvoir vivre un peu mieux de leur art, ça me paraît aller complètement dans le bon sens. Par ailleurs, nous sommes tous attachés à la culture. Pour moi, la culture est un outil d'émancipation des individus et donc un outil très important. On ne peut pas renoncer, même dans les périodes difficiles, à promouvoir l'accès à la culture pour tous. Je pense particulièrement aux publics les plus défavorisés. Ce n'est pas le moment, parce que justement il y a la crise, de céder sur le fait que les publics en difficulté puissent avoir accès plus facilement à la culture. C'est d'ailleurs un des aspects du prochain programme départemental d'insertion que nous souhaitons renforcer. Donc je pense qu'il y a de la cohérence à mettre en œuvre cet outil à l'Oblé dans le département du Puy-de-Dôme. Merci à Patricia Guillot. Christophe Serre. Oui, merci Monsieur le Président. Je dirais tout d'abord quelques mots en tant que membre de la Commission des Finances pour dire mon inquiétude sur les conséquences sur les budgets à venir de ce projet tel que défini à ce stade, puisque l'enveloppe en termes d'investissement semble approchée mais pas complètement cernée, puisqu'on voit bien qu'il y a certaines choses qui restent complètement à définir, notamment avec l'architecte des bâtiments de France, mais aussi quand on entend Serge Lèbre dire qu'on ne peut pas dire à ce stade si la salle de spectacle prendra un niveau ou sera sur 2 étages. Ça veut dire que les 10 ou 12 millions d'euros annoncés aujourd'hui ne pourront pas être tenus, mais les finances doivent aussi penser au fonctionnement futur et là-dessus, je n'arrive pas à comprendre si le fonctionnement futur de ce centre de ressources tel que vous l'imaginez relocalisera des activités existantes telles que la maison de l'innovation, telles que la bibliothèque départementale de prêt, etc., etc., ou créera des besoins nouveaux en termes de fonctionnement, et c'est quand même un aspect très important. Quels seront les frais de fonctionnement relocalisés, quels seront les frais de fonctionnement nouveaux générés par ce grand projet. Voilà pour l'aspect finance qui ne peut pas m'inviter à voter pour ce projet, mais au minimum s'abstenir. L'aspect ensuite culturel me déçoit un peu. Tout d'abord, quand j'entends dire qu'il n'y a plus beaucoup de collectivités locales qui investissent dans le domaine culturel, c'est faux, notamment dans certains milieux ruraux ou dans beaucoup de milieux ruraux, où il y a quand même des projets culturels portés par les communes ou les communautés de communes. Et je citerai 2 ou 3 exemples sur le secteur de Saint-Cyr-Tens, où je suis élu, où nous avons une médiathèque intercommunale qui fonctionne très bien, avec une mise en réseau avec les bibliothèques communales, où nous allons créer, la décision vient d'être prise avec la définition de clé de financement, nous allons créer une résidence d'artistes, ou dans l'ancien collège de Tove, par exemple, nous allons créer sur 3 salles de classe vides sur un plateau de 200 mètres carrés des salles d'exposition. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est un maître d'ouvrage communal ou intercommunal? On va rechercher des financements extérieurs et on a du mal à atteindre les 50%. Vous direz c'est déjà pas mal. Mais si on transpose ce montage financier à ce bâtiment, certes intéressant de la Halle Oblé situé au cœur de Clermont-Ferrand, j'aurais préféré que ça soit le Conseil général qui vienne aider à hauteur de 30 ou 35% comme il le fait ailleurs, un maître d'ouvrage local, soit la ville, soit l'agglomération clermontoise. Un dernier commentaire aussi sur l'aspect culturel et sur la définition que vous donnez à ce stade, à ce projet comme centre de ressources, où vous avez dit que les élus éloignés, retirés, ainsi que les agents pourraient venir s'enrichir ici, chercher des idées d'exposition. Je trouve ça un tout petit peu
tout petit peu limite, pour ne pas dire un tout petit peu condescendant, voire méprisant ou injurieux à l'égard des gens qui travaillent dans les territoires, que ce soit des élus, que ce soit des agents de développement culturel ou que ce soit des bénévoles dans les très nombreuses associations, festivals et autres qui existent, de leur dire que demain, il faudra qu'ils viennent à Clermont chercher des idées pour leurs projets culturels sur le territoire. Alors, c'est vraiment sur l'aspect financier m'inquiète, mais l'aspect culturel me déçoit plus, tel que vous le définissez, parce que je trouve que c'est vraiment la volonté de centraliser ou de recentraliser, pour reprendre un terme qui a été évoqué ce matin, certaines choses dans le domaine culturel en un lieu unique à Clermont-Ferrand, alors que quand on traverse les territoires, et que ce soit les Combrailles, le Livradois ou le Sancy ou autres, on sait qu'il y a quand même des richesses très importantes et des initiatives très importantes qui sont prises dans le domaine culturel, et nous n'avons pas vocation à nous laisser traiter dans les milieux ruraux de désert culturel. Et là-dessus, je trouve que c'est certainement pas votre but, mais je trouve que c'est un peu limite la façon dont les choses sont présentées, et cela incite plutôt, pour ma part, à voter contre la définition de ce projet. Bien, alors je vais passer la parole simplement, M. Serge, je ne veux pas intervenir, mais je crois que vraiment vous n'avez pas bien compris. Précisément, ce projet, on peut en penser ce qu'on voudra, mais sur le plan de la diffusion culturelle, c'est à la fois un diffuseur culturel, mais aussi un réceptacle culturel des territoires vers d'autres territoires et vers le territoire clermontois. Bon, mais c'était une précision que je souhaitais apporter pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, ensuite, j'ai Maurice Mestre. Merci, Monsieur le Président. Et mes chers collègues, je voudrais d'abord souligner la qualité de présentation de ce projet et du projet lui-même, et simplement effectuer un petit commentaire sur les réflexions que nous avons pu entendre ici et là, sur les bancs de notre Assemblée. Je crois que d'abord, il me paraît important de devoir restituer les enjeux de ce futur équipement culturel départemental, à la lumière que nos territoires peuvent en attendre. La culture, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas ce qui pourrait subsister quand on se serait occupé de tout le reste. À l'échelle de nos territoires, nous n'avons pas spontanément les compétences requises, soit par exemple pour organiser un spectacle, soit un festival. Et il y a dans le projet aucun mépris par rapport au travail qui est fait sur les territoires par les agents de développement notamment et les associations. Il ne faut pas faire dire ce que l'on n'a pas dit. Nous n'avons pas toujours les moyens de mettre en valeur des initiatives remarquables. Nous ne savons pas nécessairement comment sauvegarder ce qui fonde notre identité et notre patrimoine culturel. Nous manquons d'outils pour évaluer la pertinence de l'offre. Nous manquons de conseils pour l'optimiser. Nous manquons de lieux pour les exposer et pour en débattre. C'est précisément tout cela que nous pouvons trouver dans le projet culturel de la Halle au Blé. La plupart des compétences nécessaires à la mise en œuvre de ce projet est localisée déjà dans nos propres services. Elle ne demande qu'à étendre le champ des savoir-faire et de ses atouts. La souplesse du cadre conventionnel dans lequel s'inscrit notre projet peut nous y aider. C'est un véritable pôle d'ingénierie au service de l'ensemble des territoires. C'est un projet structurant au service des ruraux et des urbains. Enfin, les Puy-de-Mois ont besoin d'un espace d'expression qui soit à leur service, tout autant qu'ils ont besoin de se nourrir ou de se loger ou de se déplacer, ils ont besoin de culture. Cela a été rappelé tout à l'heure par notamment Patricia, et je ne peux que souscrire aux propos qu'elle a tenus. Alors, je lis ou j'entends que l'on met en concurrence ce projet culturel avec certaines politiques départementales.
que l'on établit un lien de causalité improbable avec ici le schéma gérontologique, ailleurs avec l'organisation des modes de déplacement dans le département, etc. Et mieux encore, que ce lien soit établi au regard de la situation critique des producteurs de lait du Puy-de-Dôme. Je pense que l'on ouvre ici grandes les vannes de l'opportunisme politicien sans établir le moindre débat sur le fond de ce dossier. Il ne s'agit pas pourtant de faire feu de tout bois sous prétexte d'affichage ou sous couvert d'étiquette. Il ne s'agit pas davantage de commenter l'actualité du moment, ni d'émettre un avis hors de propos sur l'organisation des politiques départementales. Il s'agit bien d'envisager la consistance d'un projet à long terme, un projet qui matérialise les engagements que nous avons souscrits au mois de décembre 2007 par la dévolution culturelle de la Halle au Blé. Un projet, faut-il le rappeler, qui a toute sa place dans le programme sur lequel la majorité d'entre nous avons été élus. Un programme sur lequel également ont été élus les membres du groupe socialiste et républicain. Mes chers collègues, j'en appelle donc à la sincérité de nos engagements, autant qu'aux valeurs de solidarité et de partage des cultures que la gauche a toujours su porter. Je vous demande à présent de ne pas leur faire défaut, alors même que nous définissons les bases d'une politique culturelle qui soit à la fois moderne, concertée, significative de notre intérêt pour le fait culturel. Il est dans la vie de notre Assemblée des moments importants sur lesquels nous pouvons, pour une fois, montrer au Puy-de-Dômois que nous savons nous rassembler. Merci. Merci à Maurice Mestre. Jacques Idouard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais simplement rappeler que nous évoquons l'avenir d'un élément important du patrimoine départemental. Comme tout le monde l'a dit, le Conseil général a fait l'acquisition de la Halle au Blé au mois de décembre 2006, alors que le bâtiment commençait à souffrir des outrages du temps, essentiellement par manque d'entretien des éléments de couverture et des ouvrants. Les premiers travaux dont la Halle au Blé doit faire l'objet n'ont donc pas vocation à développer le projet culturel en lui-même. Il s'agit d'assurer la pérennité d'un bâtiment classé, réputé pour l'originalité de sa conception architecturale, en évitant d'amplifier les dégradations dues à sa désaffectation. Dans son état actuel, l'ancienne gare routière de Clermont-Ferrand témoigne de la rapidité avec laquelle un patrimoine public peut tomber dans la ruine. Nous sommes responsables de ce patrimoine et à ce titre, nous ne pouvons nous permettre de laisser à l'abandon l'un des bâtiments emblématiques du plateau central, après avoir décidé de le soustraire aux appétits des promoteurs immobiliers. La programmation architecturale qui doit suivre la prochaine phase du projet culturel inclura naturellement cet aspect patrimonial de la Halle au Blé. L'ensemble des parties prenantes à la qualité du bâti clermontois sera associé à sa restauration que nous voulons exemplaire. Il s'agira d'abord de révéler ces importants volumes intérieurs, aujourd'hui dissimulés par des cloisons rapportées en bon nombre de gravats. Il s'agira également de rendre à l'appréciation de ces visiteurs ces 4 escaliers monumentaux qui font la particularité de notre Halle au Blé. Enfin, il s'agira de rendre au Puy-de-Dômois un patrimoine qui a, de tout temps, été dévolu au bien public, par le commerce de denrées tout d'abord, par les incursions révolutionnaires qui mena Georges Courton ensuite, et enfin par l'apprentissage des beaux-arts comme une première ouverture culturelle sur la vie de la cité. Je vous remercie. Bien, merci. André Wyss. Oui, Président. La Halle au Blé, Jackie vient de le dire, est un bâtiment fermé et qui se dégrade. Nous devons donc agir rapidement, sinon les coûts à engager seront encore plus importants, plus élevés. C'est un projet qui n'est pas ficelé, que nous n'aurons pas terminé l'année prochaine. Il est prévu sur 3 voire 4 ans.
Nous étions aussi inquiets quand on parlait des investissements au musée de Zou. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une grande réussite, due en particulier à nos services. Donc laissons faire nos services, ils sont aussi capables, peut-être, et j'espère, de réaliser quelque chose de très important sur Clermont, culturellement. Une petite remarque, l'accès n'est pas très facile. Et aussi, il faut vraiment qu'on pense à l'accès pour les personnes handicapées. Pour nous, c'est un plus culturel pour l'ensemble du département. Et plus on ajoute de culturel, mieux c'est pour le département. Donc il faut poursuivre ce projet et on n'a pas le droit de raser ce bâtiment. Nous savons également que nos interventions dans le domaine social seront toujours plus importantes. Alors si nous refaisons ce projet aujourd'hui, nous serons obligés de refuser tous les projets culturels dans l'avenir. Nous voterons ce projet. Merci. Merci. Lionel Muller. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que chacun d'entre nous, dans cette Assemblée, ne peut remettre en cause notre volonté commune et unanime de vouloir développer la culture et l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire, à Clermont, comme dans les Combrailles, dans le Sancy ou dans le Livradois. Mais aujourd'hui, je ne peux pas croire que cet investissement rendra plus visible et plus lisible l'attractivité des territoires. Aujourd'hui, nous avons des territoires, notamment nos territoires ruraux, dynamiques, qui ont des saisons culturelles fort intéressantes, qui connaissent un succès indéniable. Je pense notamment au festival Bac en Combrailles dont vous avez cité l'exemple dans la présentation de ce rapport. Et aujourd'hui, je ne pense pas que tout le travail réalisé uniquement par des bénévoles sur cette partie du territoire sera mieux vendu s'il est repris dans une structure à Clermont. Aujourd'hui, quand on sait que ce festival Bac en Combrailles a un taux de remplissage de 98%, alors si effectivement cette halle au blé permettra de drainer encore plus de spectateurs, à ce moment-là, il faudra peut-être que le Conseil général envisage d'investir dans l'extension des églises, si on veut être logique et cohérent. Non, ça, ne rions plus. Mais aujourd'hui, cet investissement, vous l'avez également cité, il ne faut pas que la culture soit réservée à une élite. Et là, nous vous rejoignons totalement. Mais aujourd'hui, le Conseil général a mis en place des initiatives très intéressantes, que ce soit le schéma départemental de la lecture publique, le schéma de l'enseignement musical. Et aujourd'hui, lorsque l'on est au contact de ces bénévoles, de ces professionnels qui assurent ces missions au sein même de ces territoires, on se rend compte que malgré tous les efforts que fait le Conseil général, nous manquons encore de moyens. J'en veux la situation problématique financière, notamment de Choulé-Chavanon. Malheureusement, les élus ne sont pas là et je suis certain qu'ils pourraient aller dans mon sens. Mais aujourd'hui, j'ai peur que cet investissement et que l'argent investi dans cet aménagement, dans cette halle blé, ne se fasse au détriment de la pérennisation, au détriment de la politique culturelle déjà engagée dans les territoires. Bien, alors, Alain Brochet. Oui, Monsieur le Président, merci. Je sais que nous sommes unanimes sur les bancs de cette Assemblée pour défendre la culture. Et je voudrais simplement faire un rappel historique. Je sais que nous sommes unanimes pour défendre la culture parce que justement nous connaissons, nous, le rappel historique auquel je vais faire allusion. Souvenons-nous, il y a quand même quelques années, le tristement célèbre Goebbels, ministre de la propagande nazie, qui disait « Lorsque j'entends parler de culture, je sors mon revolver ». Alors je voudrais rappeler à notre Assemblée, malgré les petites divergences qui ont été exprimées, que chaque fois que la culture avance, l'intégrisme et la xénophobie reculent, et c'est ça qui est le plus important. Très bien, merci. Bien, alors nous avons fini le tour des interventions. Je vais donner la parole à Serge Leb pour répondre avec quelques observations, mais sur lesquelles... Ah pardon, Luc Tixier, excusez-moi. Oui, simplement, Monsieur le Président, une explication du vote de notre groupe. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, à savoir les problèmes de lisibilité concernant le devenir des compétences de notre Assemblée et le contexte économique et social. Tout cela à mettre bien évidemment en parallèle avec l'attachement de notre groupe à tout ce qui peut concourir au développement des pratiques culturelles et permettre l'accès de l'ensemble des habitants de ce département et notamment les plus jeunes aux pratiques culturelles. Tout cela nous a conduit et conduira notre groupe à s'abstenir au moment du vote. Bien, alors comme quoi les débats sont utiles, ça permet de faire évoluer les positions des uns et des autres.
Monsieur Lèbre. Oui, effectivement, Monsieur le Président, je trouve ça très, très intéressant, cette prise en compte dans le cadre de ces débats d'un certain nombre d'infléchissements. Bon, quoi qu'il en soit, donc, très vite sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Concernant la clause de compétence générale qui a été évoquée tout à l'heure, alors je voudrais d'abord rappeler qu'il ne s'agit pas d'acquérir des patrimoines qui n'existeraient pas. La Halle au blé, c'est d'ores et déjà notre patrimoine. Nous devons en faire quelque chose, de toute évidence, quoi qu'il en soit. Et deuxième point, dans les projets que prévoit le gouvernement actuellement, il semblerait bien, alors on est évidemment dans les hypothèses aussi, mais il semblerait bien au contraire que les compétences culturelles des départements puissent être accrues et non pas diminuées, pour répondre à notre collègue Luc Tixier. En ce qui concerne nos ambitions, moi je crois qu'il n'y a aucune volonté chez nous, aucune volonté hégémonique, de vouloir aider à toute force les structures, les associations, les communautés de communes ou les villes qui n'ont pas envie de l'être. Simplement, nous disons que nous souhaitons apporter un plus, apporter un conseil, dans le cadre du pôle d'ingénierie culturelle, à celles qui, justement, ne sont pas tout à fait compétentes, ou se sentent pas compétentes, ou estiment que nous pouvons justement leur amener un plus. Il ne s'agit pas autre chose que de cela. Concernant l'accessibilité qui a été posée, bien sûr qu'il y aura, d'abord c'est une obligation, hein, qu'il y aura accessibilité pour les handicapés, ça va sans dire, un ascenseur, ça va sans dire aussi. Pour ce qui concerne le stationnement, alors c'est toute la contrainte du centre-ville, évidemment, mais je vous signale tout de même qu'il y a un parking à Michel de l'Hôpital, parking ouvert, parking fermé, couvert, je veux dire, que les bus qui circulent dans ce secteur-là sont extrêmement nombreux, même certains disent un peu trop nombreux, notamment les cabaretiers et les terrasses du coin. Et enfin, le tram est juste allez, on va dire à 150 mètres au bas de la pyramide. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des problèmes d'accessibilité. On nous reproche c'est vous, je crois, mon cher collègue, qui disiez que notre projet n'était pas suffisamment clair. Je suis désolé, mais nous sommes très clairs par rapport à ça. 4 objectifs. Un hub qui permet l'accueil et l'irrigation, le président le rappelait tout à l'heure, des territoires. Un pôle ingénierie. Un lieu ponctuel de diffusion et un lieu de création. Si ça n'est pas clair, que faut-il dire? Et c'est cela que nous avons développé pendant tout cet exposé. Je voudrais dire aussi, parce que je l'ai lu dans la presse, qu'il faudrait reporter ce projet, puis ça a été rappelé ce matin. On pourrait débattre jusqu'à la fin des temps là-dessus, hein, sur ce que deviendront les années qui viennent. Simplement, ce que je voudrais dire, et le rappeler, c'est que jamais, et ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, jamais les cinémas, les théâtres et la création culturelle en général n'a été aussi abondante que pendant les années les plus noires de l'occupation allemande en France, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pendant la période 40-44. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur des contextes sociaux et politiques que nous ne connaissons pas, d'ailleurs, pour l'avenir, pour dire qu'il faut reporter les projets. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que il nous semble un peu abusif de prendre ce prétexte-là de la crise pour sacrifier les investissements culturels. Enfin, ah oui, alors d'ailleurs à ce sujet, j'ai relevé quelques contradictions tout de même. C'est au moment même où l'opposition de droite du Conseil régional reproche à la majorité du Conseil régional de ne pas faire suffisamment d'investissements, que vous-même, vous nous reprochez ces investissements. De même, non mais c'est pour vous titiller, c'est pour vous taquiner. Continuez. Alors. Monsieur Lèbre, continuez. Deuxième remarque et contradiction que je dis tout aussi amicalement, donc c'est vrai, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais quand même, encore faut-il le dire, par exemple, c'est au moment même où vous nous dites que justement la situation économique étant ce qu'elle est, eh bien il faut consacrer l'argent ailleurs que dans le domaine culturel, c'est à ce moment-là même que reste sur le feu, je vous le rappelle, et la position n'a pas changé ni de Clermont Communauté, ni de la ville de Clermont, pour continuer d'investir sur la future bibliothèque
communautaire qui a quelques peines à sortir, mais qui va bien sortir à un moment ou à un autre. Sur le lieu identitaire scène nationale, si je m'en tiens aux effets d'annonce qui ont été faits récemment, sur la réhabilitation de l'opéra municipal, sur le projet d'un auditorium. Il en est question dans Info, je crois, de cette semaine, à propos du chef de l'orchestre d'Auvergne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au moment même où les collectivités dirigées par la gauche continuent d'investir, et elles ont raison de le faire pour relancer l'économie, bon, pour toutes les raisons qui ont été indiquées, c'est à ce moment-là que vous vous dites que ce n'est pas vraiment le moment de le faire. Bon, allez, c'est un peu dommage, mais mettons ça sur le dos de la mauvaise humeur. Bien. Enfin, non, oui, dernier mot. Pour terminer sur une note un petit peu plus détendue, je voudrais d'abord vous faire une citation marxiste. Eh oui. Voilà. Pourquoi devrais-je me soucier de la postérité? Est-ce que la postérité a jamais fait quelque chose pour moi? Vous l'avez compris, c'est de Groucho, Marx. Je le dis aux célébrités de notre Assemblée, parce qu'il y en a quelques-unes. La célébrité, c'est bien, la postérité, c'est mieux. Et enfin, un personnage célèbre a dit à un certain moment, ce qui laisse quelque chose, ce sont les grands artistes, les grands penseurs ou les grands scientifiques. Rarement les hommes politiques, et c'est de Jacques Chirac, faisons-le mentir. Bien, alors, Monsieur Boyer, vous voulez intervenir une dernière fois, parce que là, normalement, on bouclait. Non, mais vous voulez intervenir pour... sur le sujet, là? Pardon? Vous êtes exprimés les uns et les autres. Allez-y. Non, effectivement, j'avais décidé de ne pas intervenir, Monsieur le Président, mais quand j'entends notre collègue Serge Lèbre sur la question qui a été posée concernant le stationnement, je vais sortir du cadre culture. Sur le stationnement dans le quartier de la Loblé, et qu'il y a des parkings, place Michel l'Hôpital, vers la pyramide, etc. Bon, je pense qu'à mon avis, on n'avait pas dû y aller souvent, mon cher collègue, ou alors en voiture officielle, parce que lorsqu'on va au nouveau bâtiment de la direction de la solidarité, il faut déjà prendre un petit peu de temps pour trouver de la place pour se garer. On peut y aller à pied, effectivement, comme dit mon collègue François Marion, mais pour le citoyen lambda, il faut qu'il tourne un moment avant de se garer. Alors, je pense qu'il y a quand même là un véritable problème de stationnement. On ne peut pas le nier, il faudra le regarder. Et je pense que dans le cadre, on a parlé très longuement dans cette Assemblée il y a quelque temps du SMTC et des crédits que l'agglo clermontoise et que la ville de Clermont en particulier aurait utilisé pour embellir la ville de Clermont dans le cadre des crédits de SMTC. Je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait un retour et que la ville de Clermont décide de faire effectivement des stationnements dans ce secteur qui permettrait, si la Halle au Blé se réalise, d'avoir suffisamment de place pour faire garer les visiteurs. Alors, on va terminer sur ce point précis. Je ne doute pas que la ville apporte sa contribution, peut-être sous cette forme-là, pour un équipement sur son propre territoire. C'est ça, je dirais, la solidarité entre les collectivités. Alors, je voudrais remercier, bien sûr, Serge Lèbre pour tout le travail qu'il a fait, et avec lui, les services, naturellement. C'est une mission que, comme il l'a rappelé tout à l'heure, que j'avais confiée, qu'il a su mener à bien. Alors, mener à bien, pas tout à fait, parce que maintenant, il va falloir passer à la phase opérationnelle. Mais en tout cas, mener à bien jusqu'à la présentation du projet, qui doit être affiné sur un certain nombre de points, il l'a dit lui-même, je n'y reviens pas. Je voudrais vous dire que lorsque j'ai demandé à Serge Lèbre de travailler sur ce dossier, c'était pas uniquement par amitié, c'est aussi parce qu'il a été avec moi. Nous avons été les deux élus auxquels Roger Quillot a confié Polydome et la coopérative de Mai. Et nous avons pas mal travaillé ensemble à l'époque pour essayer de faire cet équipement à la fois de congrès et cet équipement de culture. Alors, je ne sais pas si la postérité est pour quelque chose, on oublie parfois de le dire. On m'a même dit un jour que je ne soutenais pas assez la coopérative de Mai. Il faut que le Conseil général ne soutienne pas assez la coopérative de Mai. Peut-être qu'un jour on mettra notre nom là-bas au bas d'une pierre en disant
il y a deux illustres inconnus qui ont travaillé pour cela. Non, tout simplement parce que Serge Lèbre connaît parfaitement ces questions de culture, ces questions d'équipement culturel innovant, parce qu'il s'agit de ça. Et je voudrais donc une fois de plus le remercier d'avoir mené à bien cette mission et vous remercier les uns et les autres de votre participation au débat. Et c'est vrai que je crois que dans la période que nous traversons, il est important que nous ayons des projets. Il n'y a rien de plus démoralisant dans les périodes de démoralisation précisément que de ne pas avoir de projet. Je le disais tout à l'heure, le problème des territoires, c'est notre sujet quotidien. L'avenir des territoires, ça passe par des projets. Un territoire sans projet, c'est vrai que c'est un territoire qui peut être condamné et nous avons le devoir de mener à bien ces projets. Alors nous avons le devoir de mener à bien des projets, mais nous avons le devoir de ne pas nous limiter à des effets d'annonce. Et vous savez qu'au Conseil général, ce n'est pas la tradition. En général, quand on dit quelque chose, on le fait pour reprendre, paraphraser Clémenceau. Alors sur ce point, à ce point de notre débat, nous arrivons maintenant au vote. Et compte tenu de l'importance du projet, je vous propose donc de nous référer à l'article 46 du règlement intérieur et je vais faire procéder à un scrutin public par appel nominal. Donc je vais vous appeler un par un, j'ai les procurations, hein, tout est réglé. Bien, alors j'appelle Madame André a donné procuration à Monsieur Blanchet. Donc absent, les deux. Bernard Roby, abstention. Michel Barrette, Gilles Battu. Ah, on n'a pas son pouvoir. D'accord. Vous nous le ferez passer. Abstention, hein? D'accord. D'accord, d'accord. Alors, c'est Madame Boss. Abstention. Maurice Battu. Non, mais c'est oui ou non? Pour, d'accord. Gérard Bettenfeld. Roland Blanchet est absent. Claude Boilon. Oui. Hein? Ah ben c'est des pouvoirs en cascade. Alors, oui, alors votez à la place de Roland Blanchet. Alors, Monsieur Blanchet. Et est-ce que vous votez pour Madame André? Non, parce qu'il y avait donné à Madame... Bon, bah écoutez, elle n'est pas là, tant pis. Alors, ensuite, Monsieur Gilbert Bonnefoy. Boilon, j'ai dit, oui. Dominique Boss. Jean-Jacques Bournel. Jean-Marc Boyer. Michel Bravard. Alain Bresson a donné... d'accord. Abstention. Alain Brochet. Gérard Cartaillet. Robert Chabot. Luc Chaput. Michel Charras m'a donné pouvoir, donc pour. Annie Cheval-Denet. Jean-Luc Coupat. Yves Serge Croze. Pierrette Dafix-Ray. Jean-Claude Dora a donné pouvoir à Claude Boilon. Pour. Nadine Léa. Jean-Pierre de Combat. D'accord. Entendu. Jacques Idouard. Alain Escure. Alain Faure. Bernard Favaudon. Yves Fournet-Fayard. Jean-Claude Fournier. Marie-Gabrielle Gagnadre. Lionel Gay. Michel Girard. Dominique Giron. Éric Gold. Jean-Yves Goudbel pour. Claude Grolière. Patricia Guillot.
Pierre Guillon. Donc Mireille Lacombe, pouvoir à long période de combat, c'est pour. Claudine Lafaille. Serge Lèbre. Ah, nous sommes rassurés. Bernard Lescure. Sylvie Maisonnet. Abstention. François Marion. Maurice Mestre. Laurence Mioche. Abstention. Lionel Muller. Alain Néry. Bertrand Passuto. Daniel Pénon, c'est François Marion, quel pouvoir? Contre. Jean Poncenaille, c'est Yves Serge. Ah bah attendez. Ah, le zoo, on veut tout monopoliser là. Alors, c'est abstention. Vous êtes d'accord? C'est abstention. Bon, parce qu'il y en a un. Alexandre Pourchon. Abstention. Bernard Sauvade. Christophe Serre. Luc Tixier. Bernard Vessière. André Wils. Jean-Claude Zicola.